Vendredi 16 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, le député Ahmad Ahmad, élu dans le district de Mitsins, critique vivement la décision du président de l'Assemblée nationale visant à le destituer de son mandat de député. Il estime que cette décision constitue un mépris à l'égard de ceux qui l'ont élu. Il a également indiqué avoir déjà déposé sa défense auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les détails avec Radhraman Azatouf. Selon le député Ahmad Ahmad, la décision de le destituer de son mandat ne respecte pas les règles internes de l'Assemblée nationale. Il affirme avoir bien assisté aux réunions requises et disposé de preuves à l'appui. Il souligne par ailleurs que cette destitution ne lui pose pas de problème sur le plan personnel, mais qu'elle représente avant tout un mépris envers ses électeurs, lesquels lui ont accordé leur confiance. Il a également confirmé avoir transmis sa défense à la Haute Cour constitutionnelle. La décision de la HCC est désormais attendue après le dépôt officiel de la défense du député concerné. Dans les actualités de ce jour également, seulement 10% des travaux de finition ont été réalisés par l'entreprise sous-traitante chargée des travaux au Lake Village Ivat, où la réception provisoire et la réception technique des ouvrages n'ont pas encore été effectuées, selon les explications fournies par l'entreprise titulaire du marché public. Reportage signé Fanjessena Mireille et Nzaran Jiansu. Les travaux se sont accélérés au Lake Village une fois les bâtiments achevés et l'entreprise principale a fait appel à un sous-traitant pour assurer la finalisation du projet. L'ensemble des travaux de finition avaient été confiés à ce sous-traitant selon les explications. Toutefois, cette entreprise n'a pas mené à terme les travaux de finition du Lake Village Ivat. 3 bâtiments avaient été confiés à cette entreprise pour les travaux de finition, mais aucun n'a été achevé. Par conséquent, la réception provisoire et la réception technique des travaux n'ont pas encore pu être réalisées selon les précisions apportées. L'entreprise titulaire du marché public s'interroge également sur la situation dans la mesure où il s'agit d'un litige commercial actuellement examiné par le tribunal de première instance alors qu'un collaborateur de l'entreprise a été placé en détention. Toujours dans cette page fait divers, un homme consommateur et vendeur de drogue opérant à Djessour et ses environs a été placé en détention provisoire à la prison d'Antanmour hier. Interpellé par la police nationale le 13 janvier 2026, il est poursuivi pour vente et consommation de stupéfiants. Les détails avec Felana Rakoutorsoul. Présenté au parquet hier, l'homme arrêté à Djessour a été placé en détention provisoire à la prison d'Antanmour. Il a été interpellé par la police nationale, service de lutte contre la consommation et la propagation des stupéfiants à Anous, STUP, pour détention, consommation et vente de drogue, fait constater le 14 janvier dernier. Selon des informations fournies par des personnes de bonne volonté, la police a pu mettre en place un dispositif ayant permis son arrestation dans la matinée du lundi 13 janvier 2026. Lors de la fouille, 368 sachets de drogue déjà prêts à la vente ont été découverts en sa possession. Il est rappelé que la vente et la consommation de stupéfiants sont strictement interdites par la loi et passibles de peine d'emprisonnement. Un coursier travaillant au sein d'une entreprise située à Fichua Fanatalatamat a dérobé 50 millions d'arrières à son employeur. Comme à l'accoutumée, il avait été chargé de retirer les fonds de l'entreprise auprès d'une banque à Nkoundjan. Il circulait à moto, un véhicule appartenant à la société. Une fois l'argent en sa possession, il n'est toutefois pas retourné à son lieu de travail. Il a ensuite envoyé un message à son supérieur indiquant que l'argent avait été saisi par les forces de l'ordre sous prétexte qu'il n'était pas clair. Il a alors éteint son téléphone. Dans la suite de la plainte déposée par l'employeur auprès de la gendarmerie de Manchsou, l'homme a été interpellé à Nkadi Keli Ilaf le 14 janvier en possession de la moto de l'entreprise. Lors de son arrestation, 5 500 000 arrières ont été retrouvés sur lui ainsi qu'un reçu d'achat d'un scooter Kimco d'une valeur de 3 millions d'arrières ainsi qu'un reçu de paiement de frais de scolarité d'un montant de 500 000 arrières. Le reste de l'argent aurait été dépensé pour des travaux de construction d'une maison et pour subvenir à ses besoins quotidiens. L'ensemble des liquidités et des biens saisis a été restitué à l'entreprise. Dans la suite des actualités de ce soir, parlant météo, de fortes précipitations sont attendues au cours des prochaines 24 heures à partir d'aujourd'hui selon les informations communiquées par le service de la météorologie. 12 régions ont été placées en alerte rouge dans Analamang. Les détails avec Rousestel Rakoutmalal.
Les pluies ont débuté dans la nuit dernière dans la région d'Analamang et devraient se poursuivre durant les prochaines 24 heures, selon les précisions du service de la météorologie. Les précipitations sont estimées entre 40 et 80 mm. Si les pluies persistent, les routes d'Antananarivo, déjà fortement dégradées et sans travaux de réhabilitation, risquent d'être totalement endommagées, notamment à Manakambaïn, Soneran, 67 hectares, etc. Le nombre de ménages sinistrés à cause des inondations pourrait également augmenter. Outre la région d'Analamang, les districts d'Andilamen, Amparafaravoul, Anus-Beanal, Marolamb, Ifanadine, la partie sud de Sofia, la partie est de la région Bezbouk, Itas, Vaknakarach, Amrunmani, ainsi que Matiachambun sont également placés en alerte rouge. Le service de la météorologie appelle la population à respecter scrupuleusement toutes les consignes de prévention afin d'éviter les risques. Page santé, à propos de l'évolution de la maladie de la variole du singe à Madagascar, 16 nouveaux cas suspects de Mpox ont de nouveau été enregistrés dans le pays le mercredi 14 janvier selon les données officielles communiquées hier par le ministère de la Santé publique. À la date du 16 janvier, le nombre total de cas recensés s'élève ainsi à 246. Parmi eux, 222 sont des cas suspects et 44 des cas confirmés de Mpox. Les 16 nouveaux cas confirmés se répartissent comme suit: Antananarivo, Avarajan, 1 cas, Mapkuni, 1 cas, Maitran, 1 cas. 13 autres cas ont été signalés dans la ville de Mahajang. Dans le reste des actualités locales, 5 individus impliqués dans des actes criminels ont été interpellés par la police nationale dans le cadre de l'opération spéciale Maoumbi menée depuis le début de l'année. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de la police en attendant leur présentation devant le parquet. Le point avec Feilana Rakotarsoul. 3 hommes ont été pris en flagrant délit par les éléments du commissariat du 3e arrondissement d'Antanang, Janjavang, à la suite de l'opération spéciale de la police nationale baptisée Maoumbi. Ces individus font partie de réseaux de pickpockets et d'auteurs de vols avec violence opérant dans le secteur d'Anjavang et ses environs. Leur agissement suscite de nombreuses plaintes de la part des commerçants et des usagers de marché, souvent victimes de leur forfait. Lors de leur arrestation, des couteaux et des lames de rasoir ont été découverts en leur possession, utilisés pour commettre leurs actes. Par ailleurs, lors d'une patrouille pédestre menée dans le secteur d'Ilanvat, un homme a également été interpellé aux alentours de 5 heures du matin, le 15 janvier 2026. Une victime d'une récente agression qui faisait son jogging matinal a reconnu les vêtements portés par le suspect et a alerté les polices en patrouille. Apercevant les forces de l'ordre, le malfaiteur a tenté de prendre la fuite avant d'être rattrapé après une course-poursuite. Un autre auteur de vol à l'arraché a également été appréhendé à 67 hectares, pris sur le fait alors qu'il venait de dérober un commerçant à proximité de la station de taxi Bruce de 60 hectares sud. Une fouille a permis de découvrir un couteau sur lui. Une enquête préliminaire a été ouverte avant la présentation des suspects devant les autorités judiciaires compétentes, selon les informations. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Donald Trump a reçu hier jeudi à la Maison-Blanche la chef de file de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Cette dernière a annoncé avoir remis au président des États-Unis la médaille de son prix Nobel de la paix. Le président américain n'a cependant pas changé d'avis sur le fait que María Corina Machado n'était pas la personne idoine pour diriger le Venezuela à court terme. France 24. Une rencontre tout en discrétion pour la prix Nobel de la paix. María Machado a déjeuné à la Maison-Blanche avec Donald Trump, loin des caméras. Ce dernier l'avait écarté d'une possible transition au Venezuela, ne digérant pas de ne pas avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Message entendu par l'opposante vénézuélienne. J'ai remis au président des États-Unis la médaille du prix Nobel de la paix, en reconnaissance pour son engagement pour notre liberté. La Maison-Blanche semble néanmoins pour le moment lui préférer l'actuelle présidente par intérim, Delcy Rodríguez. Le président attendait cette rencontre avec impatience et espérait une discussion positive avec Mme Machado, qui est une voix remarquable pour le Venezuela. Pour ce qui est de Delcy Rodríguez, le président lui a parlé cette semaine. Le président aime ce qu'il voit et il s'attend à ce que cette coopération continue.
Les États-Unis ont conclu jeudi leur première vente de pétrole vénézuélien pour un montant de 500 millions de dollars et ont aussi obtenu la libération de prisonniers politiques, notamment de 5 Américains. Pas question donc de changer de cap pour l'heure. Au Venezuela, Delcy Rodríguez a pris la parole devant l'Assemblée nationale, endossant ses nouvelles fonctions de présidente par intérim. Elle affirme vouloir préserver la paix, mais ne pas avoir peur de la confrontation diplomatique avec les États-Unis. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons comme objectif, de concert avec le président et la première dame, la préservation du pouvoir national. La préservation du pouvoir national vénézuélien. Que personne ne se trompe. Celle qui fut la vice-présidente de Nicolás Maduro a aussi annoncé une réforme du secteur pétrolier. Secteur sur lequel les États-Unis maintiennent la pression. Ils ont diffusé jeudi les images de la saisie d'un nouveau pétrolier vénézuélien, le 6e en quelques semaines. Et Donald Trump, le président américain, a menacé hier, jeudi, d'invoquer l'Insurrection Act, une loi d'exception lui permettant d'envoyer l'armée à Minneapolis, où de nouveaux heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, une semaine après la mort d'une femme abattue par la police de l'immigration. Le point avec France 24 toujours. Face aux manifestants à Minneapolis, le président américain menace de déployer l'armée. Si les politiciens corrompus du Minnesota n'empêchent pas les agitateurs et insurrectionnels professionnels d'attaquer les patriotes de l'ICE, qui ne font que leur travail, j'invoquerai la loi sur l'insurrection et je mettrai rapidement fin à la mascarade qui se déroule dans cet État autrefois si glorieux. L'armée, en soutien des agents de l'immigration, contre qui manifestent des centaines de personnes depuis plusieurs jours. Mais après la mort de René Good, une femme tuée par un agent de l'ICE, c'est un migrant vénézuélien qui a été touché à la jambe par balle mercredi soir. L'homme aurait été menaçant selon le ministère de la Sécurité intérieure, qui évoque la légitime défense. Chaque action des agents de l'immigration est conforme à la loi et au protocole que nous utilisons depuis des années. Pourtant, c'est le chaos que les autorités démocrates de cet État du Midwest accusent le pouvoir fédéral de semer dans les rues. Entre 2 et 3 000 agents fédéraux armés ont été déployés dans le Minnesota. Armés, masqués et insuffisamment formés, les agents de l'ICE font du porte-à-porte et ordonnent aux gens de leur indiquer où vivent leurs voisins de couleur. Ils procèdent à des contrôles d'identité arbitraires, y compris contre les citoyens américains, et exigent de voir leurs papiers. En plus du gouverneur de l'État, les autorités municipales de Minneapolis exhortent elles aussi la police de l'immigration à quitter la zone. Toujours autour des actualités du président américain Donald Trump. Justement, le président américain a annoncé hier jeudi la formation du Conseil de la paix pour Gaza, une étape cruciale de son plan pour le territoire palestinien. Ce conseil devra superviser un comité palestinien temporaire et apolitique dirigé par Ali Saad, un ingénieur civil et ancien haut fonctionnaire qui aura pour mission de gouverner Gaza pendant sa transition. France 24. Dans la ville de Gaza, la fin de la guerre semble encore très loin, malgré le cessez-le-feu officiellement en cours depuis le 10 octobre. Alors l'annonce de l'entrée en vigueur de la deuxième phase du plan américain ne suscite pas beaucoup d'espoir chez les déplacés palestiniens. De quelle deuxième phase parlez-vous? Ils n'ont même pas encore commencé la première. Les Israéliens nous bombardent depuis ce matin. Ils ciblent plusieurs quartiers, des maisons s'effondrent. Quelle deuxième phase? Même désespoir ici, dans les ruines de Khan Younes, où les déplacés s'entassent depuis des mois dans des camps de fortune. Les Israéliens sont des menteurs. La guerre n'a pas cessé, le bain de sang n'est pas terminé et nos souffrances sous les tentes persistent, passant sans cesse du soleil à la pluie, puis à la mort. J'espère que Dieu nous accordera la paix, que tout se passera bien et que nous pourrons retrouver nos vies normales et nos foyers. Franchement, nous sommes épuisés et à bout. Nous en avons assez du déracinement, de la souffrance, de la faim et du coût de la vie exorbitant. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, la vie à Gaza reste étouffante et la survie est toujours conditionnelle. Plus de 100 enfants ont ainsi été tués depuis début octobre. Ces enfants sont tués par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes. Ils sont tués par des tirs de chars, ils sont tués par des balles réelles
Dans ce contexte de grave crise humanitaire, l'Égypte, qui agit comme médiatrice entre Israël et le Hamas, espère désormais un déploiement rapide du comité de transition chargé d'administrer le territoire palestinien. Un haut responsable du Hamas a salué sa formation en affirmant qu'il contribuerait à consolider le cessez-le-feu et à empêcher un retour au combat. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.